Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour le best-of de la semaine, l'occasion de voir ou revoir les meilleurs extraits des invités de nos JT de ces derniers jours. Numérique, économie, environnement, santé ont été évoqués avec nos différents intervenants, tout comme l'exposition estivale du Grimaldi Forum qui présentera une rétrospective sur l'artiste Alberto Giacometti. Nous avons aussi échangé avec le psychologue Yann Leroux qui utilise les jeux vidéo comme instrument thérapeutique. Nous avons reçu le gymnaste de l'Étoile de Monaco, Julien Gobot, sacré champion de France le week-end dernier, et relayé les très bons résultats de l'AS Monaco Triathlon. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est monté par Sébastien Mésadry. Il y a 4 offres différentes. Il y a une offre de base qui permet en fait d'avoir de l'Internet à 100 mégabits par seconde, d'avoir un abonnement de base à la télévision, mais pas d'Apple TV avec, d'accord. Donc ça, c'est vraiment l'entrée de gamme. Et puis après, il y a une offre qui correspond peu ou prou à ce que la plupart des gens avaient choisi déjà sur la génération précédente de services, qui a 1 giga avec une Apple TV qui est disponible. Après, il y a une offre qui est semblable, qui a aussi une Apple TV, mais qui va jusqu'à 5 gigas. Et puis, il y a une offre haut de gamme, qu'on appelle l'offre premium d'ailleurs, et qui, elle, va jusqu'à 10 gigas, embarque 2 Apple TV, et puis a 2 points de cette technologie qu'on appelle le mesh, c'est-à-dire qu'on peut créer avec laquelle on crée un réseau Wi-Fi cohérent dans tout l'appartement. Alors, on a un certain nombre maintenant encore de choses à améliorer sur la 5G. Donc, je vais être très clair sur ces sujets-là. On a le problème avec Samsung. Samsung qui n'a toujours pas, alors que tous les tests ont été faits depuis un moment, etc., qui a encore retardé la mise en place de la fonction 5G Monaco dans ses portables. J'espère véritablement, on fait tout pour qu'ils l'intègrent enfin dans leur mise à jour de juin. Ça, c'est le premier point qui nous embête un petit peu. La deuxième chose maintenant, c'est la disponibilité de la 5G pour nos clients en France. Alors, celle-là, elle est maintenant, la 5G est ouverte pour nos clients en France et elle fonctionne. Il y a quelques bugs encore sur le réseau Orange, dans certaines parties du réseau Orange, qu'on adresse avec Orange pour que cette ouverture soit effective et soit, notamment dans la région niçoise malheureusement, pour que effectivement leur réseau soit mis à jour de ce côté-là. Namoun, c'est une success story monégasque, hein. Les cofondateurs, Madame et Monsieur Flacher, sont monégasques. Moi-même, je suis enfant du pays. Nous avons créé ça dans les années 80, au début des années 80. Ça a été le fruit d'une rencontre entre Monsieur Flacher, Madame Flacher et moi-même avec une styliste californienne, un besoin que nous entendions autour de notre entourage, un besoin de maillot de bain. Et du coup, on s'est dit, tiens, c'est une filière qu'il faut peut-être exploité, puis voilà, comme tout le monde, dans un garage, et puis on a grandi dans les locaux. Le confinement et la crise sanitaire de 2020 et là de début 2021 nous a fait constater que la distribution par Internet devenait à fort potentiel du côté du consommateur, mais également du côté du distributeur. Monaco est apparu comme une destination évidente pour Hauser & Wirth. En effet, depuis les débuts de la galerie, nous avons toujours non seulement ouvert des espaces dans des grandes villes, des métropoles, mais aussi dans des destinations saisonnières. Et nous avons ainsi des galeries dans des cités comme Londres ou New York, mais également des espaces et des centres d'artistes dans la campagne anglaise, dans le Somerset, ou à Saint-Moritz en Suisse. Et Monaco s'inscrit donc dans cette lignée de destinations saisonnières de prestige. Et puis, il ne faut pas oublier que, bien sûr, la Côte d'Azur a toujours été une source d'inspiration et une destination pour les artistes eux-mêmes. Nous avons de nombreux exemples au cours du XXe siècle et nous espérons que cela continuera avec nos artistes. Derrière les noms de Hauser & Wirth, nous avons Ivan et Manuela Wirth ainsi que Ursula Hauser qui sont les fondateurs de la galerie en 1992. À ce trio s'ajoute en 2000 Marc Payot qui, avec eux, lance les galeries aux États-Unis et qui les dirige aujourd'hui. La touche Hauser & Wirth, c'est que nous travaillons avec des artistes extraordinaires. Nous représentons
plus de 80 artistes et successions d'artistes, mais nous avons aussi une activité de publication et d'édition. Nous organisons des expositions avec des commissaires-priseurs et des historiens de renom, mais nous avons aussi une activité de publication et d'édition depuis les débuts de la galerie, ainsi que toutes sortes d'activités d'éducation. Et nous sommes maintenant également très investis dans tout ce qui est développement durable. C'est une très grande rétrospective qui se déploie sur 2500 m² de surface avec 230 œuvres de l'artiste, toutes techniques confondues, sculpture, peinture, dessin, dont certains inédits. Et voilà, c'est une des plus grandes rétrospectives qu'on a organisées ces dernières années. Giacometti, c'est vraiment un artiste qui va traverser l'histoire de la modernité, qui grandit dans une famille d'artistes. Son père est un peintre connu en Suisse, donc il commence à travailler comme son père en reproduisant les membres de sa famille, en dessinant les membres de sa famille. Et puis ensuite, il va vraiment travailler à partir des mêmes modèles régulièrement. Donc Diego, son frère, qui est le tout premier modèle, puisque dans l'exposition, on aura une des premières sculptures que Giacometti fait quand il est encore adolescent, le portrait de son frère Diego. Et jusqu'à la fin de la carrière, donc les dernières salles de l'exposition montrent vraiment une grande série de portraits de Diego. Et puisque l'on célèbre la Journée des océans, comment se porte-t-il? Quel est le constat? Alors le constat, évidemment, on ne peut pas nier qu'il est plutôt inquiétant aujourd'hui. Après, c'est vrai que nous, on essaie vraiment de se focaliser sur le positif, voir ce qui est possible de faire. Il y a énormément d'initiatives qui sont engagées un petit peu partout sur la planète pour préserver les océans. Donc voilà, nous, on essaye vraiment de pousser dans ce sens en disant voilà, il n'est sûrement pas trop tard et agissons maintenant pour sauver les océans. Vous pouvez télécharger une application qui s'appelle Ops en mer, qui est très simple d'utilisation et qui est très puissante, qui est l'application la plus utilisée en fait en France et sur le littoral. Et en fait, voilà, vous vous loguez, vous téléchargez cette application et ensuite il suffit avec votre téléphone, vous déclenchez l'application et vous pouvez renseigner tout de suite ce que vous voyez, faire une photo, envoyer les points GPS, dire s'ils sont tout seuls, à 3, à 10. C'est très simple d'utilisation. Et en fait, nous, on a créé un compte spécifique sur Ops en mer et on peut récupérer du coup directement les données de tous les observateurs monégasques. Surtout, on ne se baigne pas avec les animaux, on les observe mais on ne va pas dans l'eau, on ne les nourrit pas. Les tortues marines, on s'approche dans tous les cas, on s'approche tout doucement. On essaye de surtout pas les stresser, on arrive tout doucement et en fait, une tortue qui flotte, c'est pas forcément une tortue morte ou en détresse, c'est peut-être tout simplement une tortue qui se repose. Et donc, en ce qui concerne les cétacés, c'est pareil, on a expliqué en fait que quand on s'approche de cétacés, on va se mettre de manière parallèle à leur route. Pour ne pas les gêner. Donc voilà, on s'approche dans la zone. Il y a plein de règles qu'on a expliquées aux participants de la réunion pour voilà, les bonnes conduites, en fait, le nombre de bateaux qui restent dans la zone, la vitesse maximale, le temps maximal qu'on peut passer sur zone pour ne pas déranger les animaux. Pendant la saison balnéaire, qui est en général du 1er mai au 30 septembre, nous prélevons de l'eau sur les zones de baignade. 6 zones de prélèvement, en partant de l'ouest de la Principauté, la plage des pêcheurs, le solarium, les 2 anses du Larvoto, la zone de baignade du Méridien et du Monte Carlo Bay. La réglementation impose un prélèvement par semaine et plus si nécessaire. On a 2 types de tests, des tests rapides, donc on a les résultats très rapidement le lendemain matin, et puis des tests, des analyses plus fines et plus longues, ce qui nous permet déjà sur les tests rapides de pouvoir prendre des décisions en cas de souci. Pour l'instant, la qualité de l'eau est bonne et l'atout qu'a Monaco, c'est de bien connaître sa zone. Et Monaco connaît bien parce qu'on a des données qui remontent à 30 années de séries de données et on connaît aussi les sources éventuelles de pollution. Ce qui permet d'abord d'être réactif, de connaître le milieu. Et Monaco a un atout, c'est que toutes les eaux sont traitées par l'usine de traitement des eaux. Les eaux usées, par exemple, qui sont toutes traitées à Monaco par l'usine de traitement des eaux, qui vient d'ailleurs de subir des gros travaux pour améliorer encore ce traitement. Donc il y a une eau qui est très bien traitée et il y a très peu de rejets
comme on peut voir, amenés par les fleuves ou amenés par des fosses septiques dans des vallons qui ensuite vont en mer. Nous avons besoin sur la principauté de 5000 poches de sang et nous prélevons 1800 donneurs. Je tiens à dire, et je remercie ces 1800 donneurs qui ont la gentillesse de donner chaque année. Enfin, vous voyez le delta entre 5000 besoins, 5000 poches de besoins et 1800 dons qui nous arrivent chaque année. Je rappelle que le 14 juin, donc le lundi de la semaine prochaine, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Et je préfère dire les donneurs de sang parce que c'est la fête des donneurs de sang. Et effectivement, à Monaco, nous allons faire une journée exceptionnelle de collecte de sang sur le site fixe qui se trouve au centre hospitalier Princesse Grasse. Et donc le lundi, nous faisons la collecte de 8h à 14h et on fait toute la semaine, c'est-à-dire qu'on fera lundi, mardi, mercredi et jeudi. Pour nous, ça sera la semaine mondiale du don sur Monaco. Il n'y a aucun problème, vous pouvez donner votre sang le jour d'après ou même le jour même du vaccin. La seule nuance que je poserai, c'est que si vous avez des réactions, ce qui est tout à fait normal, hein, des réactions de fièvre, de douleur par rapport à la vaccination, là vous serez contre-indiqué pendant une semaine. Mais ce n'est pas le vaccin qui contre-indique, c'est les réactions que vous faites au vaccin. L'expérience que les personnes ont avec les jeux vidéo sont des expériences qui sont importantes et elles peuvent être utilisées dans le cadre d'une psychothérapie. Ça permet de comprendre ce que la personne aime, comment elle réagit quand elle est face à une difficulté, comment elle régule ses émotions, à quel moment est-ce qu'elle joue aux jeux vidéo, quel conflit est-ce que les jeux vidéo suscitent dans les familles. Donc, il y a tout un ensemble d'informations critiques pour les psychothérapeutes. Ce qui est important, c'est de dire aux parents que le jeu fait partie du développement des enfants. Les enfants apprennent, grandissent, se développent dans, par et avec le jeu. Passer des nuits blanches sur un jeu une fois, c'est pas mauvais. Passer des nuits blanches tous les jours de la semaine pendant 3 mois, au bout d'un moment, on rencontre un problème qui s'appelle la dette de sommeil et c'est mauvais. Est-ce que c'est à cause des jeux vidéo? C'est là où il faut y avoir une discussion serrée. De la même manière qu'il n'est pas possible de dire que de jouer à un jeu vidéo va vous transformer en scientifique, va améliorer votre compétence en anglais, il n'est pas possible de dire que jouer aux jeux vidéo nourrit des comportements problématiques comme l'agressivité ou même est un facteur direct de troubles du sommeil. Si ce qui vous fait plaisir, c'est de jouer à la belote, mais jouez à la belote avec vos amis. Si ce que vous aimez, c'est de jouer à un jeu vidéo, jouez à un jeu vidéo. Il n'y a pas de caractéristiques qui feraient qu'un jeu vidéo serait intrinsèquement bon. C'est la rencontre entre le désir des joueurs, les opportunités, on a des amis où on peut jouer en ligne, et puis le type de jeu vidéo qui fait que ça peut être plus ou moins intéressant. Non, je suis très satisfait après la contre-performance des championnats d'Europe il y a un peu plus d'un mois. Voilà, c'était sur 2 jours, ça s'est très bien passé, j'ai pas fait d'erreur, voilà, des petites imperfections mais pas de chute. Et à la fin, il y a un titre de champion de France. Je peux que être content et de me satisfaire. Donc voilà, c'est vraiment top pour moi, pour le club, pour tout le monde. Et voilà, ça faisait 3 ans que je n'ai pas participé au championnat de France avec les blessures, tout ça. Et voilà, je reprends mon titre de 2018 et voilà, je suis très, très fière. C'est une reprise tant attendue par nos adhérents et on s'en sort très bien avec un très, très beau podium chez les pros, avec une 2e place de Sam Ledlow et une 3e place de William Henson. On est très très satisfait du résultat et de l'ensemble de nos pros. Oui. On essaie de s'adapter au quotidien, c'est pas facile. Chacun va fonctionner en fonction de ses attentes personnelles, de ses disponibilités professionnelles et familiales. La plupart sont libres, on voit surtout Sam et William, tous les pros, hein, ainsi que Vincent Terrier, Vincent Fazzari, qui ont un peu d'expérience et qui arrivent à s'entraîner avec leurs entraîneurs. Et nous, de notre côté, avec les amateurs de bon niveau, on essaie de s'adapter au mieux dès qu'ils nous donnent du temps et de la disponibilité. Ce qui plaît, je pense, c'est le dépassement de soi-même. C'est un sport qui est à la fois très individuel et collectif, car on représente le club de l'AS Monaco. L'ensemble des adhérents sont très honorés et fiers de porter les couleurs du club. Et avant tout, oui, c'est un dépassement, car c'est énormément de contraintes physiques, personnelles et familiales et professionnelles. Il ne faut quand même pas oublier que bon nombre de gens travaillent à côté de ça, ont une famille et des enfants. Et il faut pouvoir juguler avec tous ces facteurs-là. Donc à la fin, quand on finit une course correctement, on est très satisfait. Après, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui fait qu'on aime lire. Je pense que j'ai
était une enfant assez solitaire, que ça a joué aussi, comment un petit peu passer ses après-midi lorsqu'on n'a pas de frères et sœurs, qu'on peut un peu difficilement inviter des amis chez soi, bon, même si je pouvais parfois, mais voilà, c'était un peu compliqué parce que tout le monde ne savait pas qui j'étais, tout simplement. Et donc je pense que les livres ont aussi un petit peu occupé cette place-là, la place d'amis ou la place de l'imagination, la manière de voyager, de partir, de s'inventer un peu d'autres vies. Mazarine Pinjot, qui était l'invitée du Monaco Press Club et que nous avons eu l'honneur de recevoir également sur notre antenne pour nous parler de son dernier ouvrage « Et la peur continue » aux éditions Mialet Barreau. Avant de nous quitter, je vous propose de découvrir le best-of des réseaux sociaux proposé par Alexandra Salustri. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau JT, de nouveaux invités, pour que vous soyez les premiers informés. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.